et vous vous retrouvez face à vos concurrents qui ont blindé d'images, vous arrivez avec 2 images, bon courage pour ranker. C'est que t'es obligé d'aller voir ce qui fonctionne déjà pour essayer de faire pareil et en mieux. C'est vrai que c'était un peu débile à l'époque en vrai. C'était débile, hein. Petit à petit, devant son projet, se dire qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. La réflexion, elle a été faite en amont et ça fait partie d'être plus productif, ce genre de truc, clairement. Pourquoi Google te mettrait premier si c'était la même chose que le top 10 de toute façon? Voilà. Trop difficile pour les golemons d'internet. Tu considères que la traduction, c'est vraiment Black Hat? Trop de mange-merde qui sont allés sur le biz. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Podcast axé business web. On parle beaucoup de SEO et d'affiliation et on a un épisode par semaine tous les jeudis. Je suis aujourd'hui, comme d'habitude, avec mes 2 acolytes, Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre stratégie de contenu dans le cadre du SEO, tout simplement. Alors, c'est un sujet qui est important, parce que je pense qu'on est tous les 3 d'accord ici pour dire que le contenu d'une page est sans doute le plus gros levier en termes de SEO. Ouais, clairement. On est d'accord jusque-là, les gars? Ouais. Et donc on va commencer, on va essayer d'être le plus... Bon, ça reste un podcast, donc le but c'est d'échanger. Potentiellement, si on a des désaccords, justement, on pourra en discuter. Mais on va pouvoir aborder pas mal de sujets. Avant toute chose, vous avez en description de cette vidéo, si vous êtes débutant, intéressé par les business web, par le SEO potentiellement, vous avez une formation sur la vente de liens qui est sans doute le business en 2024 le plus simple pour commencer à faire des sous sur Internet. Ça consiste tout simplement à monter des sites qui auront vocation à vendre des liens à des gens qui veulent se positionner. Voilà, donc tout ça, c'est une formation complète, elle dure plusieurs heures et vous aurez des infos assez qualitatives sur le sujet. Maintenant, place à l'épisode avec, pour commencer, l'intention de recherche. Qui d'entre vous deux Est-ce que tu voulais pas qu'on divise le podcast en 2 parties, plutôt une Black Hat et une plutôt c'est vrai qu'on avait dit ça. White, on va dire. Ouais. On commence par le Black Hat. Tant qu'à faire, on va commencer par le Black Hat, tout à fait. Ouais. Alors, juste petit disclaimer, avant qu'Anto nous en dise un peu plus sur le Black Hat. Là, toute la partie Black Hat, c'est... Enfin, écoutez le podcast jusqu'au bout, grosso modo. Surtout si vous êtes débutant. L'objectif, ça va de vous montrer les méthodes de filou qui peuvent être utilisées sur la partie Black Hat par des gens expérimentés comme Anto. Mais ça ne veut pas dire que demain, il faut que vous fassiez du Black Hat sur vos sites. Derrière, on va vous parler de la partie plus White Hat et des stratégies long-termistes, on va dire. C'est vraiment différencions le Black Hat qui est court-termiste et le White Hat qui est... tu peux faire du black long terme, hein. Ah, vas-y. Dis-nous tout, Anto. Pour faire du black long terme, la meilleure méthode, c'est la traduction. En vrai de vrai... Pour toi, c'est du Black Hat, ça? Tu considères que la traduction, c'est vraiment Black Hat? Techniquement, t'as pas censé avoir le droit, parce que t'es pas censé avoir les droits sur le texte et compagnie, techniquement. Ouais, c'est vrai. Ah oui, complètement. Demain, tu t'es consultant pour une entreprise et tu dis on va aller traduire les concurrents. Enfin, tu vois, tu fous la merde, quoi. La réalité, c'est que c'est le genre de truc. Enfin, c'est Black Hat, évidemment. Mais il y a quelqu'un, je me rappelle plus, il a une photo de papy sur le Discord, mais on en avait parlé une fois là. Les papiers. Ah bah voilà, sûrement. Et il disait que le contenu étranger est extrêmement traduit en France. Donc si vous le faites, faut faire gaffe. Bien vérifier avant, parce qu'il y a énormément de SEO qui le font. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que le risque quand on utilise ce type de stratégie Anto, c'est au final, c'est pas nécessairement la traduction en elle-même, mais c'est qu'on se retrouve à avoir son contenu dupliqué, ce qui est un très mauvais signal aux yeux de Google, parce qu'il y a énormément de gens qui vont aller traduire les contenus dans différentes langues. C'est assez hallucinant. Et ça c'est pour faire du Black Hat entre guillemets long terme. Après, sur du Black Hat un peu plus que moi je fais, du spam, j'ai besoin d'énormément de contenu. Donc dans mon cas, par exemple, si je veux attaquer j'allais dire une niche, donc je me suis calmé instant. Tu peux balancer, hein, c'est juste, il y aura de la concurrence derrière. Admettons, on va faire les plombiers, et je vais aller scraper énormément de contenu sur la plomberie en général. Je vais créer des énormes bases de texte avec ça. Sur ces bases-là, j'ai fait avec ChatGPT un machin qui calcule les occurrences, ça s'appelle comme ça, je crois. Les mots-clés les mots qui sont le plus utilisés dans les textes.
et je le fais sur les mots, enfin les groupes de 2 mots et les groupes de 3 mots. Et je sors à chaque fois le top 300. Sur ce top 300, je vais aller le spinner. Donc voilà, je sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Vas-y, non, ouais, c'est simple. Ouais. Je vais spinner ces 300 meilleurs termes qui reviennent souvent dans les textes pour avoir, quand je vais régénérer, pouvoir replace en automatique ces mots-là et donc avoir une multitude de possibilités. Et en plus de ça, je mélange les phrases. Vous inquiétez pas, le podcast va devenir compréhensible à un moment. Ça, c'est pour ma base de texte. Et après, je vais travailler requête par requête. Par exemple, plombier Lyon. Je vais aller scraper du contenu sur plombier Lyon, générer le texte et incorporer ma base généraliste dedans. À chaque fois. Pour avoir un texte le plus... qui mélange des mots locaux et qui mélange des mots... généralistes. Je fais une soupe de mots. Voilà, je fais une soupe de mots. Enfin, je fais une soupe de mots non. Je fais phrase par phrase plus mes spins, donc ça casse pas mal quand même. Et après, par contre, j'injecte en automatique H1, H2, H3, liste à puces et vidéo YouTube. Et maintenant, je pense que je vais intégrer. C'est Romain Pirotte qui a donné une faille sur Bing pour intégrer de l'image en automatique. Et un être humain, s'il pouvait, parce que ton contenu, on sait qu'il est cloqué. En gros, à jamais de la vie, un être humain, il pourra lire quelque chose qui est cloqué. Lui, il sera directement redirigé sur ton affiliation que tu veux. Mais je redirige pas. Ça marche plus là, redire. J'affiche directement, enfin par exemple les plombiers, il y aura contenu cloqué à l'arrière. Par contre, l'utilisateur quand il arrive sur la page, il voit un joli formulaire plombier Lyon, machin, tu vois. Ok, donc ton cloaking c'est un formulaire pour un être humain et par contre Google, lui, il a le contenu que t'as dit là, qui a liste à puces, les mots que t'as, tout ça. Un être humain, s'il était capable de lire le contenu pour Google, une phrase, ça ressemble à quoi ? Est-ce que c'est des phrases qui sont construites genre sujet, verbe, complément ? Ah oui, parce qu'au final, je casse pas. Il y en a qui mélangent, pour avoir testé pas mal de choses. En soi, les deux fonctionnent. Mais j'ai des meilleurs résultats quand je casse pas les phrases. Moi, je garde les phrases et c'est pour ça qu'en amont, je vais spinner les occurrences les plus populaires. Comme ça, même quand je récupère la phrase, forcément, il y a 3-4 mots qui vont changer dedans. Donc, par exemple, une phrase, ça sera vous recherchez un plombier à Lyon. Sur la page Marseille, ça serait êtes-vous à la recherche d'un plombier à Marseille ? Mais le mot, la phrase, le contenu, ça pourrait pas être plombier Marseille, recherchez-vous pas cher. Non, des ça mots, sera relativement correct en vrai. Okay. Sauf le spin, forcément, vu que je le fais en amont, il est pas parfait dans la phrase, tu vois. Mais en vrai, c'est pas immonde. Ok. Ça reste lisible. Ouais, Parce ça que, reste lisible. En gros, moi, c'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce que globalement, toi, tes stratégies de contenu Black Hat actuelles, c'est plutôt du spin lisible que de la pure soupe comme il y avait à une époque? Là, j'ai fait, pour la conférence, mais je sais pas quand il va sortir ce podcast, mais j'ai fait les 2 tests exprès. Et en vrai, j'ai pas de différence de ranking avec une méthode ou l'autre. À voir dans le long terme, mais là, à l'instant T, ça rank pareil. De la soupe de merde? Du full soupe. Du full soupe, ça rank pareil. Juste des mots-clés foutus les uns après les autres. Sens. Aucun sens. Et ça recrée, en plus, ça met des points et des virgules en random dans les phrases et tout. Enfin. Ok. C'est là qu'on se rend compte que Google, ça reste un algorithme. Alors, pour rappel, on a en Thaïlande, là, il y a eu le conférencier, à chaque fois, j'oublie son nom, alors qu'il est méga connu, qui est le mec qui a ranké avec du lorem ipsum, Anto. Ah, je suis connu, je me rappelle pas du tout. Je me souviens pas c'est pas Kyle... C'est Kyle Roof. Kyle Roof, ouais. Kyle Roof, donc c'est un mec, un SEO anglophone qui a été connu pour avoir fait un case study où il a prouvé qu'en fait on pouvait ranker, alors sur des mots-clés, sur des petits mots-clés, mais ça me permet de te poser la question, Antoine, on est d'accord que sur ces stratégies-là de contenu auto-généré, tu rankes pas des grosses requêtes? Non, c'est que de la longue traîne. C'est que de la longue traîne et sur les thématiques qui viennent de fleurir. Je repense à la théma que j'allais balancer. En gros, ça reste une stratégie de volume. C'est ce qui fait que Ouais. Combien t'as dit? T'as fait 700 000 pages là ce mois-ci? Ouais, 700 000 sur le test là. Enfin, sur plusieurs domaines, mais j'ai 700 000 générés. En fait, j'exporte les keywords. J'invente pas la lune, tu vois. Je vais sur des mecs qui spamment eux aussi. Je vais sur SEMrush. J'exporte sur tous les mots-clés qui rankent. Je prends ça et je régénère une page par mot-clé bêtement et j'indexe et fini quoi. Si eux ils rankent, je vais ranker aussi en fait. Ouais. Ah oui. Ok.
Voilà. Ça marche. Et juste pour rajouter peut-être un point sur l'IA, à voir si on en Attends, parle. parce que c'est pas de l'IA, ça, justement, Francky. Non, C'est ce dont justement. il vient de parler. Oui, bah justement, en fait. Ah, ok, pardon. Je me suis auto-brain. Je voulais poser une question par rapport à l'IA. Genre, t'as des... Parce que là, ce que tu dis, ça a l'air d'être encore assez artisanal. T'as pas de l'IA qui le fait pour toi assez? Non, j'en fais pas. Non, je fais pas d'IA, moi. Et pourquoi? Pourquoi tu parce fais pas que du je suis pas contenu bon. IA? Je suis pas bon. J'arrive Ok. pas à avoir des bons résultats. faut Et être c'est franc. trop cher aussi. La C'est réalité, trop cher, ouais, Anto, c'est trop cher, surtout. Tu nous dis 700 000 pages, j'imagine, si tu devais les générer Oui, en c'est IA. vrai aussi, ouais. Tu C'est serais vrai en aussi. train de À vendre part un rein si- à l'heure qu'il est. Parce que t'as des petites clés OpenAI qui tombent en boucle. Ouais, ça existe plus, ça a trop été spammé, ça. Ça marche plus. Trop de Choqué mange-merde dessus. qui sont allés sur le bise. Ok. Bon, du coup, tu fais pas d'IA. Ben écoute. Ça, au moins, c'est fait. Mais à comparer, il y a je vous l'avais envoyé, le tool russe, là, qui fait le chat GPT et tout, là. Ouais. X. Mais eux, ils font que de l'IA, par exemple. Et ils ont des méga résultats en spam. Ok. Donc, je pense que si tu le gères bien, ça marche, quoi. Sur Ouais. des SERP worldwide ou en Russie? Non, worldwide. Ok. Et ils ont des rotates de clés API en automatique. Si je vous trouve le nom du soft, je vous le donnerai en commentaire, mais je l'ai pas de tête comme ça, là. Il doit être dans un onglet favori. Ouais. Moi, j'ai un truc qui s'appelle les trucs d'Anto et il y a tout qui est foutu dedans un peu au hasard. Donc, J'ai le même dossier. bah, tu vois, c'est X chat GPT, je crois, de souvenir. Faudra regarder, mais je crois que c'est ça. Et c'est vraiment pas cher et ça vous permettra de tester, en vrai. Si vous Ok. voulez vous amuser un peu. Et tu voulais aussi nous parler de scrapping, Anto, non? C'est pour finir? Ou alors... Ah oui, bah parce que quand la deuxième problématique que t'as quand tu fais beaucoup de volume, c'est les prix des clés API et compagnie. Et moi personnellement, j'utilise beaucoup de proxy et au lieu de scraper Google, je vais sur les moteurs alternatifs. Il y a pas grand monde qui y pense, mais il y a DuckDuckGo et Quant où avec des proxys, en gros, tu as le contenu, il est gratuit, quoi. Tu peux y dois aller. même pouvoir aller sur des Ecosia et des trucs comme ça. Oui, voilà. Enfin, tu peux y aller en fait. Si c'est juste pour récupérer au final du texte, t'es pas obligé d'aller sur Google, quoi. Toi, tu fais tes recherches avec Ecosia, Franck, tu m'avais dit. Ouais. Bah, tu sais, moi, j'ai plein de toolbars sur mon navigateur. Comme ça, il y a plusieurs trucs de recherche. Et puis, j'aime bien planter des arbres. Allez, ça fait plaisir. Eh ben, si on a fait le tour de la partie Black Hat, on va pouvoir passer à la partie un peu plus White Hat et donc pouvoir communiquer au commun des mortels. Parce que la réalité, c'est que c'est toujours très intéressant d'écouter Anto, mais nous, il a beau nous expliquer comment il fait, on n'y arrive toujours pas. Donc C'est vrai. voilà, c'est vrai, il me dit en plus. Non, mais en sur vrai, la- c'est compliqué, en vrai. Ouais, non, il y a une barrière à l'entrée qui est importante, puis tout le monde n'a pas Mais envie il n'est pas intéressé, surtout. de jouer avec le feu, ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, de jouer c'est avec ça. le feu, d'être sur ce type Ouais. de business. Alors, sur un contenu un peu plus traditionnel, mon cher Francky, on commence par quoi? Comment ça se passe quand on veut créer un bon contenu Ouais, bah, SEO? la toute base, c'est de comprendre l'intention de recherche. Je pense Qu'est-ce que c'est? Eh ben, intention de recherche, tiens, on fera apparaître une petite description. Je note. Ok, nickel. Ouais, du coup, l'intention de recherche, il faut comprendre par rapport à une requête, qu'est-ce que Google attend. Et en général, ce que Google attend, c'est aussi ce qu'attend un être humain. L'exemple qu'on prend souvent, c'est si par exemple, vous allez marquer, je sais pas moi, acheter vélo, bah, enfin, quasiment tous les cas, l'intention de recherche favorise les e-commerce. Donc en fait, si vous marquez acheter vélo, vous allez avoir majoritairement des e-commerce qui apparaissent. Et si vous n'êtes pas un e-commerce, et ben malheureusement, vous aurez beau faire le meilleur contenu, avoir autant de liens que vous voulez, juste votre page, si par exemple vous avez un site d'affiliation et que vous avez fait un article de blog acheter un vélo, et que vous avez développé dessus tout plein d'informations sur acheter un vélo, mais malheureusement, vous n'êtes pas un e-commerce, donc vous n'apparaîtrez pas. Voilà, c'est l'intention de recherche, c'est ça. Et l'intention de recherche, du coup, faut aussi comprendre ce qu'est le contenu un petit peu attendu. Donc pareil, imaginons que vous avez trouvé une requête où, par exemple, si vous faites quels sont les meilleurs vélos d'appartement, il y a de fortes chances que là, l'intention de recherche attendue, ce soit un comparateur
avec un tableau, par exemple, qui compare différents trucs, qui dit les avantages, les inconvénients. Encore une fois, si, par exemple, dans cette intention de recherche-là, quand vous marquez quels sont les meilleurs vélos d'appartement, que vous regardez les résultats sur Google et que bien souvent, on va dire que la majorité des articles ont en haut de cet article un tableau comparateur et que vous venez et que vous ne faites pas de tableau comparateur, eh bien, même si vous avez le meilleur contenu du monde, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas apparaître tant que vous n'avez pas mis ce tableau comparateur. C'est l'intention de recherche, c'est assez complexe au début, ça peut paraître complexe expliqué comme ça. En fait, bien souvent, c'est de la logique et de l'analyse de ce qui fonctionne déjà. Donc, en gros, à chaque fois que vous avez un site et que vous voulez créer un contenu sur un sujet, eh ben, qui de mieux que Google, ce qu'il a déjà positionné pour savoir ce qui fonctionne en fait. C'est vous tapez sur Google la requête que vous visez et vous observez ce qui rank. Et si votre objectif c'est de faire comme nous par exemple, on est des éditeurs de sites d'affiliation, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'e-commerce par exemple, et ben ça n'a pas grand intérêt pour nous de faire des contenus où l'intention de recherche fait qu'ils font un e-commerce. Donc on est bloqué sur ce genre de truc, donc on va plutôt orienter nos contenus, notre création de contenu sur des requêtes et donc des intentions de recherche, et ben plutôt orienté blogging, comparateur et des trucs comme ça, que ça on est en capacité de faire. Je sais pas si je refais juste un petit parallèle, mais l'intention de recherche c'est aussi importante dans le spam. Ouais. Si tu réponds, enfin si tu fais des pages, qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui le spam ça ne fonctionne plus. Mais si tu fais à l'ancienne juste des blocs de texte bidons et tu veux aller sur Plombier Paris ou pas, ça marchera jamais, mais Plombier, j'en sais rien, une petite ville, si Google il attend pas ça marchera pas. Faut aller faire du listing d'entreprises, même si les entreprises elles existent pas forcément, mais faut que ta typologie de page corresponde à ce que Google attend. Et second parallèle, c'est aussi pour ça que dans 95% des cas, le contenu IA autogénéré est éclaté au mur. Parce que le contenu IA, dans la très très grande majorité des cas, quand il est autogénéré, quand vous n'avez pas fait un prompt adapté à votre intention, ne répond pas à l'intention et donc ne rank pas. Ou rank mal, ou rank un moment, mais pas longtemps. Enfin voilà. Okay. C'est donc l'intention de recherche, en effet. Parce qu'il y a l'intention sur ton texte et il y a l'intention sur la typologie de la page aussi. Il y a deux. Ouais. Alors, rentre un peu là-dedans, si tu veux, Anto. Par exemple, qu'est-ce que... Bah, par exemple, pour reprendre les trucs géologues, tu vois, tu peux avoir un très bon texte, même fait à la main, etc. Mais Google attend, par exemple, un listing d'entreprise. Si t'as pas ton listing d'entreprise, tu rentreras pas sur la SERP. Point. Tu vois. Autre exemple, si jamais vous parlez des maisons en Normandie, vous allez peut-être vous rendre compte que sur la SERP, tous les sites qui parlent des maisons en Normandie sur le mot-clé maison normande, par exemple, ou peu importe, va avoir au moins 25 images. Ouais, voilà. Par exemple, les coupes de cheveux, les choses comme ça aussi. Vous arrivez sur cette SERP-là, donc SERP, Search Engine Result Pages, vous arrivez là-dessus et vous vous retrouvez face à vos concurrents qui ont blindé d'images, vous arrivez avec 2 images, bon courage pour ranker. Et l'intention de recherche, c'est aussi ça. Donc il faut en effet avoir conscience de ça, et c'est le premier gros pilier d'une bonne stratégie de contenu, comprendre les différentes intentions qu'on va aller attaquer et adapter, et ça nous fait rebondir sur la suite, la structure de ces pages et ces briefs de rédaction par rapport à l'intention et donc à ce qu'attend Google, en sachant que, dernier disclaimer sur l'intention de recherche, une intention de recherche peut aussi évoluer. Ouais. Et c'est là le piège. Et c'est là la vraie problématique. C'est là le vrai piège. Ouais. Donc, ça, je peux en parler parce que moi, j'ai été bien touché par des changements d'intention de recherche sur une ancienne niche sur laquelle j'étais beaucoup. Il y avait assez peu de e-commerce à l'époque et assez peu de blogs aussi, et j'avais réussi à me placer sur des requêtes très orientées e-commerce mais avec un blog. Et en fait, au bout d'un moment, Google a bien compris que c'était pas mon blog qui était censé être là, même si ça répondait plutôt bien. Et malheureusement, si t'as pas de e-com, tu pouvais juste plus apparaître. Et en fait, j'ai plein de pages qui n'avaient plus d'intérêt en fait parce qu'elles répondaient plus à une intention de recherche en typologie de page.
ma page ne correspondait plus à l'intention de recherche. Et c'est extrêmement compliqué quand on a des gros sites en plus de ça, de monitorer toutes ces intentions. On en arrive sur des histoires de focus. En tant qu'éditeur, souvent vous avez 1, 2, 3, 4 sites, voire beaucoup plus. Et donc c'est extrêmement compliqué de monitorer les changements d'intention. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais en tout cas, premier gros pilier, l'intention. La deuxième chose qu'on avait notée, c'était la structuration. Pareil, je te laisse embrayer là-dessus si tu veux, Franck, pour expliquer. Ouais, les structures, Anto l'a plus ou moins évoqué même sur la partie Black Hat, mais souvent, il faut essayer de voir quelle est la structure des autres pages qui rankent déjà. Est-ce que c'est des listings? Est-ce que c'est des articles avec des H2, des H3? Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup d'images? Si c'est le cas, il faudra sans doute mettre beaucoup d'images. On le voit beaucoup par exemple sur tout ce qui est idées de décoration. Si par exemple tu marques décoration cuisine et que les 10 premiers résultats, c'est 26 idées de décoration pour votre cuisine et que c'est que des images qui apparaissent, genre idée de décoration 1, une image, une mini 3 lignes qui explique ce qu'on voit sur l'image, puis idée de décoration 2, mettez des arbres et ainsi de suite, et qu'il y a 26 images comme ça, bien souvent, c'est tout simplement que vous aussi, il faudra que vous rajoutiez, que la structuration de votre page soit faite de cette façon-là. C'est-à-dire, faut s'adapter en fait. Au contraire, si par exemple la structuration des pages qui rankent déjà sur un sujet, c'est je sais pas moi, une vidéo en haut, quoique c'est pas forcément un bon exemple. Les vidéos, par exemple, un truc tout con, mais par exemple, salaire brut net, si t'as pas le comparateur, t'es baisé. Enfin, le comparateur, le petit machin là. Ouais. Pareil sur calculateur d'IMC dans le sport. Voilà, ces trucs-là. Que des trucs comme ça. C'est vrai que si t'as des... Autre exemple, tiens, pendant que je l'ai en tête, typiquement tout ce qui est, moi j'ai des sites de vente de liens où il y a des histoires de PDF avec des templates de PDF pour je ne sais quoi. Si vous mettez exemple 2 avec le type de PDF que les gens recherchent pour avoir un lettre de motivation. Exemple de lettre de motivation, si vous n'avez pas le lien du PDF, enfin un PDF téléchargeable sur votre page, c'est pareil, vous ne rankerez pas. Donc il y a énormément de choses comme ça c'est du bon sens, mais c'est important. C'est du bon sens, mais c'est aussi de l'analyse. C'est plus de l'analyse que du bon sens, d'ailleurs, je trouve. C'est que tu es obligé d'aller voir ce qui fonctionne déjà pour essayer de faire pareil et en mieux. Soit en étant plus précis. Le but, c'est pas forcément de faire toujours plus de contenu. Par exemple, c'est pas parce que dans les 3 premiers, il y en a qui... En fait, les histoires de contenu, ça, c'est souvent le truc, c'est qu'on essaye toujours de faire plus qu'avant. Mais si c'est faire plus pour faire des mots bateaux et des trucs qui n'ont pas d'intérêt, c'est pas vraiment l'objectif. Je trouve que ça a bien changé avec le temps. Là où avant, ton concurrent, il avait fait 2000 mots, toi, t'en faisais 3000, tu rankais en général mieux. Et puis, du coup, le concurrent d'après qui arrivait, lui, il en faisait 4000. Puis toi, du coup, tu mettais à jour ton contenu, puis t'en faisais 5000, et puis ainsi de suite. C'est vrai que c'était un peu débile à l'époque, en vrai. C'était débile, hein. Mais ouais. Parce que pour des grosses niches en ultra, moi, ce que je faisais, c'était, je faisais rédiger un petit texte parce que je voulais pas payer cher, mais bien joli, tu vois. Et en bas, je faisais un affiché plus et je mettais 3 DeepL de texte complet d'autres mecs. Ouais, voilà. Et ça marchait super bien. Mais ça, c'était sur tes sites White Hat pour le coup? Ah ouais, 100%. Mais c'est toujours le cas, hein. Ça rank toujours. Ça rank toujours, ouais. Mais voilà, et ces histoires de contenu, je trouve qu'on est sorti de ça et que maintenant c'est plutôt réussir à répondre assez rapidement à la demande du lecteur, on va dire. Donc les trucs où avant les gens devaient scroller 4000 mots pour essayer de trouver une info, si tu arrives à faire un truc assez visuel avec un tableau en haut qui répond, ton bouton qui redirige vers ton lien d'affiliation, bien souvent c'est suffisant. D'ailleurs, nous dans la formation Wizard Academy, c'est un petit peu ce qu'on montre sur nos pages avis. Nos pages avis, elles sont structurées avec plusieurs éléments en haut de page qui peuvent répondre très très vite à la demande des personnes et qui très rapidement peut les rediriger sur un lien ou sur un lien interne ou un lien d'affiliation. Et voilà, et pour ceux qui veulent pousser les infos plus loin, eux, ils peuvent lire un petit peu les détails. Mais on le sait, les gens n'ont plus le temps ni l'envie de lire.
ils veulent du contenu qui se bouffe très rapidement, qui est visuel. Dans ce genre de cas, une image, une infographie, un tableau, un avantage, inconvénient en deux colonnes, des trucs comme ça. C'est tous des trucs qui sont ultra intéressants. Voilà, donc ça, c'est un petit peu sur la partie structuration. Je sais pas si on a été très clair là-dessus, mais globalement, je Non, pense qu'on... c'est pas mal. Ouais. Au niveau de la rédaction, donc il y a plusieurs choses à voir sur la partie rédaction. C'est-à-dire, une fois que vous avez analysé votre intention, une fois que vous avez structuré votre contenu, d'ailleurs, je crois que c'est un peu plus tard qu'on parle de tout ce qui est mind map et tout. On aurait peut-être pu... Bon, on peut en parler maintenant, tu vois. En parler maintenant, ouais, on va en parler maintenant. Vous avez l'habitude, vous, de travailler avec des mind maps, les gars, dans vos... Moi, quand je lance, si je lance un projet, clean, je fais toute ma structure en amont, ouais. Ouais. Alors, structure, c'est-à-dire les pages mères, les pages filles, Ouais, tout, entier, ouais, tout le truc. Pareil, hein, globalement, moi j'ai une idée de structure. Ça veut pas dire que je vais la garder forcément, parce que parfois quand tu as une niche, tu la connais pas encore très bien et que tu veux l'attaquer, bah tu as juste un peu des brides d'infos. Tu sais que tu vas avoir une page mère qui parle de tel sujet, une autre d'un autre sujet et ainsi de suite. Et puis après en découle plein d'autres pages importantes. Et puis en fait, quand ça fait 1 mois et demi que tu es sur le sujet, que tu as découvert des nouvelles infos, bah tu restructures un petit peu d'autres pages mères, ou alors il y en a que t'enlèves parce que en fait tu te rends compte que c'est pas le bon terme, et des trucs comme ça. Mais par contre, quasi toujours, ouais, j'ai une bonne structure de base, soit fait sur un Word tout simplement, soit graphiquement avec un mind map. Ok. Et pour les outils de mind map, vous utilisez quoi comme outil, généralement? MindMaster. Ouais. T'as autre chose, Anto, toi? Ça doit être ça, le premier qui est sur Mindmap gratuit. Celui sur lequel on a fait la format. Non, j'en ai un truc qui est un peu plus archaïque, parce que je me rappelle plus du nom. Mais tu peux mettre les liaisons entre les blocs. Je crois pas que tu peux le faire sur MindMaster. Ah si, moi j'ai beaucoup utilisé Miro. M-I-R-O. Ah oui, je crois que c'est celui-là que tu peux, non, les blocs. Je me rappelle plus. Ouais, tu peux relier des blocs, ouais. Ouais, bah c'est celui-là que j'utilise, moi. Ça marche. Intéressant. Bon, en tout cas, c'est toujours pratique d'utiliser une mind map. Moi aussi, je le fais sur mes stratégies de contenu, sur pas mal de petites choses, notamment pour les plans de formation aussi. Je trouve ça assez pratique. Enfin voilà, les mind maps, c'est chouette. C'est assez intuitif et ça permet d'y voir plus clair sur ce qu'on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, à la toute base, avant de parler de mind map, en gros, moi j'avais mis comment faire des contenus plus rapidement et plus efficacement. Et en fait, par rapport à ça, je trouve que quand on se lance dans un projet, ne pas commencer par au moins une structure de contenu, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'en fait, on va arriver petit à petit devant son projet et se dire, ok, alors là, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Puis hop, tu cherches un sujet. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Alors que si au début, tu as passé 1 ou 2 heures à créer tous tes contenus importants, tous tes piliers, tes pages qui sont importantes, bah tu arrives le matin devant ton ordi, tu l'allumes, tu ouvres ton mind map, tu prends celui qui est pas encore barré et tu dis ok, j'écris sur ça. Point. C'est parti. En fait, il y a aucune réflexion quotidienne à faire. La réflexion, elle a été faite en amont, et ça fait partie d'être plus productif, ce genre de truc, clairement. Carrément. Donc, mind map, cool. Maintenant qu'on a fait la mind map, on va passer au charbon. Vous nous connaissez. Il n'y a pas de secret. On sort les doigts et on écrit. Alors, il y a plusieurs façons de faire sur la partie... sur la partie rédaction, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait en effet se sortir les doigts et écrire soi-même son propre contenu, ce qui est sans doute d'ailleurs la meilleure des choses à faire si vous débutez, même si vous ne vous trouvez pas de talent particulier pour la rédaction. La réalité, c'est qu'essayer de comprendre un petit peu justement au travers de l'intention ce qui se fait, comment ça se passe, etc. Essayer de reproduire à votre sauce évidemment le type de contenu qui se fait, essayer de voir ce que ça donne. En tout cas, mettez les mains dans le cambouis au début avant de passer à la deuxième partie qui est potentiellement le fait de déléguer. Et on en a parlé dans un précédent podcast où avec Franck récemment, on a vu 2 potes qui font de l'édition de site depuis plus de 10 ans, qui sont très très bons dans ce qu'ils font. Même si je n'approuve pas 100% de leur stratégie, et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi, surtout sur la partie délégation, et on aura l'occasion de plonger un peu dans ce sujet qui m'intéresse beaucoup.
Mais force est de constater que en contrôlant eux-mêmes et en ayant créé une véritable expertise autour de la création de contenu concrète sur un site internet en format texte, image et tout ce qui peut contenir un article, parce qu'il n'y a pas que du texte, aujourd'hui, ils sont très très bons et gagnent très très bien leur vie, très principalement grâce à cette expérience particulière sur la création de contenu et sur le fait qu'ils ne délèguent pas et ils sont au charbon jour après jour. Et c'est-à-dire qu'ils rédigent eux-mêmes et que depuis 12 ans, ils auraient peut-être pu écrire une 50aine de romans avec tout ce qu'ils ont pondu sur Internet. Si ce n'est plus d'ailleurs, en réalité. Donc ça, c'est important de comprendre ce truc-là, de l'importance de mettre les mains dans le cambouis, l'importance d'essayer de rédiger, de progresser, parce qu'il y a vraiment une marge de progression importante à acquérir sur la partie rédaction. Il n'y a pas besoin d'être littéraire, hein, parce que moi, je suis pas du tout littéraire. Ouais. Et j'ai, en vrai de vrai, j'ai quasiment jamais sous-traité. C'est très très rare les textes que j'ai fait sous-traiter. C'est ça, je voulais le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le fait d'écrire, tout le monde pense qu'il faut être un écrivain ou un journaliste. Ah ouais, non. Mais en fait, ça peut être juste parler de votre, de votre façon, en fait. Très naturellement, d'utiliser les mots que vous utilisez au quotidien. Il n'y a pas besoin de faire des tournures de phrases alambiquées pour faire des trucs stylés, quoi. Juste vous parler normalement et vous raconter quelque chose. Et si vous êtes bon et que vous êtes justement un littéraire, je pense que par contre, vous avez peut-être un petit avantage dans le sens où vous aimez ça, donc forcément, ce sera plus facile pour vous d'écrire que quelqu'un qui ne l'est pas, mais en effet, ça ne doit pas être un frein, puisque... oui et non. Parce qu'en fait, je pense que peut-être tu vas faire des trucs trop compliqués. C'est ça, exactement. T'es un bon littéraire, tu vas commencer à utiliser un vocabulaire qui est complexe. De boomer. Ouais, de boomer ou qui va être un peu complexe. Et au final, tu vas peut-être utiliser des mots que même... Trop difficile pour les golemons d'Internet. Alors déjà. Et donc du coup, les gens, ils vont commencer à lire, ils vont dire « Oula, je comprends rien », ils vont partir. Et le deuxième point, c'est parfois tu vas peut-être essayer de faire des tournures de phrases, tu vas être un peu un poète et tout, et en fait tu vas commencer à rentrer des mots algorithmiquement qui sont pas ouf et qui peuvent un peu ruiner ton travail. Et je pense que nous, ça a été une erreur qu'on a eue à Malte quand on avait voulu s'attaquer à une très grosse thématique, et on avait un super bon rédacteur qui lui était un poète. Un poète, pour de vrai, et qui du coup nous faisait des textes qui étaient trop stylé, mais qui au final avait beaucoup d'expressions et de trucs qui sortaient vachement du domaine qu'on attaquait, et je pense que ça nous a desservi. Mais bon, ça, on peut pas savoir, tu vois, mais... Non, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est clair. Voilà, alors je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter sur la partie au charbon, rédiger soi-même, des petits conseils peut-être on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dans la vérité, c'est ça. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'as pas rédigé, Anto ? J'ai arrêté le vrai SEO entre guillemets à cause de la rédaction, parce que moi, ça m'arrache le cul de mettre 150 balles dans un article, faut dire la vérité. C'est que je trouve pas de ROI. Donc ça fait combien de temps que t'as pas concrètement rédigé un texte là ? Depuis 2019. Non, c'est pas vrai, t'en as écrit récemment en plus. Oui, mais c'est pour ma niche passion. Ouais, c'est vrai. Donc ça n'a rien à voir. Mais la réalité, c'est que à la fois ce que dit Anto est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais moi, je préfère être servi par quelqu'un d'autre un peu moins bien que ne pas avoir écrit d'un truc depuis des années. Et ce qui est mon cas aussi, hein. Je suis comme Anto, la rédaction, ça me saoule. Si je peux éviter, j'évite. Et du coup, je sais que dans tous les cas, j'aurais pas la force en général de me taper ni le temps, ni Enfin bref, je préfère sous-traiter, et on aura l'occasion d'en parler après, parce qu'il y a des petites astuces, des petits trucs pour bien sous-traiter la rédaction. Mais moi, je trouve ça dommage de s'enfermer complètement dans ce truc de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, c'est... Alors, quand on est un zinzin comme nos potes qui écrivent depuis 13 ans sans s'arrêter, ok, ça marche, je respecte, je ne peux rien dire. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place pour améliorer un peu tout ça, quoi, je pense. En fait, pour moi, la limite, c'est ton scaling. Mais si tu atteins un plafond où tu es OK, tu vois, et que tu veux focus lifestyle, gagner tes petits 8, 10, 12 000 euros par mois, bah ça tout seul... Rouler en lambeaux. Bah justement, je pense que rouler en lambeaux, c'est pas accessible si tu veux rédiger toi. Mais quand tu as des bonnes niches
que tu... Sur certaines niches, je pense. Ouais, oui. Alors, sur certaines niches, oui, mais prenons pour le commun des mortels, tu vas être limité à... Tu vas être limité parce que tu pourras pas gérer plus de 4-5 sites, peut-être. Et 4-5 sites qui te rapportent tous entre 2000 et 3000 euros. Bon, bah voilà, vous faites le calcul. Ton plafond de verre, je pense, en solopreneur, de toute façon, c'est 10K, je pense. C'est 10, 15. Oh, en vrai, tu peux faire un peu plus. En solopreneur, je pense que en étant bon, et avec des bonnes niches, tu montes à 20, 30. Avec quelques sites et en te tapant, toi, absolument tout. Et mais attention, il faut être bon, tout ça, c'est pas... Il faut surtout charbonner aux enfers. Exactement. Par contre, parce que là, j'ai calculé. Notre pote en question, une fois quand je discutais avec lui, je lui disais, mais t'écris combien de mots par jour? Il écrivait 5000 mots par jour pour ses sites. 5000 mots, j'ai compté que il se prenait 2 mois de vacances par année, donc il bosse 10 mois, donc ça fait 5000 mots par jour, 300 jours par année, en sachant que même le week-end, parfois, il bossait et tout. Ça fait 1 500 000 mots par année qui pond. C'est beaucoup. C'est... un peu. Voilà. Donc après, il gagne bien sa vie, certes, mais il bosse. C'est donc voilà. Et ça, un roman, c'est 50 000 mots pour info, en moyenne. Donc ouais. Donc il en écrit des romans. Ouais. Et voilà, c'est juste que ouais, c'est une histoire de volume aussi, de capacité à écrire et d'accepter de tous les matins se lever et écrire. Et c'est là que on repart sur le truc que je disais avant, d'avoir votre mind map et de savoir sur quoi écrire. Parce que si tous les matins vous savez pas sur quoi écrire, vous allez perdre du temps. Mais après, vas-y. Je rebondis vite fait. Avant l'IA, moi j'utilisais énormément le text-to-speech Dragon, Naturally Speaking. Là. Ouais. Et j'ai fait un PBN entier avec Dragon et ça marchait sa mère en vrai. Pour les gens qui savent pas trouver, qui veulent écrire vite, moi je me rappelle, je me mettais dehors, je me mettais sur la chaise au soleil et je blablatais des mots comme ça, je faisais mes articles, mais en vrai, tu les ponds à une vitesse pour du PBN. Avant l'IA, c'était assez ouf. Hein. Ouais. C'est un super tips en vrai. Ça se trouve aujourd'hui, ça marche toujours d'autant plus parce qu'au final, t'as pas cette pattern d'IA. Et en plus, et en vrai, écrire 500 mots quand tu connais un peu la théma, que t'en as déjà écrit pas mal, bah ça va hyper vite. En 5 minutes, t'as torché ton article. Hein. Ouais. Donc c'est un bon tips. Très bon tips. Ouais. Et ben on en était à la délégation. Mais parle-en toi, Arthur, parce que je pense que tu seras meilleur que nous sur ça. Alors, la délégation, moi, perso, j'adore. Enfin, je trouve que aujourd'hui, je pourrais plus faire différemment. Et en fait, même si je sais que les choses seraient mieux faites par moi-même, je préfère faire un peu plus de volume, en faire moins sur des trucs que j'aime pas faire concrètement rédiger. Moi, c'est pas un truc qui me passionne, loin de là, voire même ça me fait chier, soyons honnêtes. Donc juste je délègue ce pourquoi je ne suis pas, c'est pas une sorte d'être bon ou pas bon, mais ce qui me fait chier en fait. Voilà, donc là pour le coup, pour bien déléguer, pour moi ça commence par une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir transmettre vos briefs typiquement. Et je vais essayer de vous expliquer justement quelles sont les pistes pour faire des bons briefs de rédaction aussi. Vous avez notamment, moi je suis absolument fan, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, j'en parle quand même, de Discord. Discord qui est un super outil et qui me permet moi de centraliser. J'ai un Discord qui est lié à ma boîte, grosso modo, et sur lequel j'ai tous mes prestataires dans des canaux respectifs et privés, où je peux, en fonction du rôle des prestataires, donc typiquement mes rédacteurs, il y a un canal global de rédaction avec mes process de rédaction, il y a énormément de petites choses qui sont intégrées au sein de ce canal. Et ça permet du coup de centraliser les informations. Et si jamais il y a un nouveau rédacteur qui arrive, il a accès directement à toutes les informations. Si jamais j'ai une mission de recrutement, un truc, parce que c'est pareil, bien déléguer, ça passe par bien recruter en réalité. Et le premier conseil que je peux vous donner par rapport au fait de recruter des rédacteurs, en supposant, même si c'est que ça soit des rédacteurs onshore, donc en France, ou des rédacteurs offshore, donc par exemple Madagascar ou Bénin, où il y a beaucoup de rédacteurs que vous pouvez payer moins cher. C'est tout l'avantage, mais qui, pour être tout à fait réaliste aussi, rédige dans la très grande majorité des cas des contenus de moins bonne qualité qu'un rédacteur onshore, ce qui est relativement logique puisque c'est moins cher aussi. Et donc pour recruter ces profils de rédacteurs, par exemple,
Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place tout un processus de recrutement pour commencer. Créer son processus de recrutement, ça passe par justement mettre en place tout un système qui va vous permettre d'analyser si la personne est performante dans les tâches que vous attendez. Donc pour ça, vous pouvez, moi j'aime bien passer par des outils comme Google Forms tout simplement, avec des questionnaires, etc. J'aime bien faire une petite vidéo avec des outils comme Loom. Moi j'utilise Komodo, qui est un truc que j'ai acheté en lifetime sur AppSumo, mais qui est un équivalent de Loom, donc qui permet de faire des vidéos très rapides pour communiquer rapidement en vidéo avec la personne que je vais recruter, lui expliquer sa mission de test, etc. Et j'aime bien intégrer, par exemple, petit tips, une question piège, quelque chose qui va me montrer assez simplement si la personne est sérieuse ou pas. Typiquement, sur la vidéo qui va peut-être faire 3-4 minutes, je vais dire un truc à la fin, je vais dire sur cette réponse du formulaire, il faut que tu répondes cette question-là. Ça va juste me permettre d'éliminer automatiquement tous les gens qui ont répondu à côté et donc qui n'ont pas regardé la vidéo Loom jusqu'au bout. Et donc, je sais que c'est des gens qui déjà, dès le début, se font éjecter. Et c'est pour ça que c'est important de travailler en volume dans vos recrutements. Et en fait, nous, on a eu l'occasion de le voir à de nombreuses reprises avec Franck, notamment dans plein de cas différents. Mais quand vous recrutez large, ça vous permet de tomber, si vous avez 50 candidatures, vous allez forcément tomber sur une pépite. C'est-à-dire quelqu'un qui sort vraiment du lot, peu importe sa localité, que ça soit quelqu'un d'onshore ou offshore, quelqu'un de vraiment génial avec qui vous allez pouvoir travailler sur le long terme et qui va vraiment faire le taf. Donc pour moi, le recrutement et le fait de bien déléguer, ça commence par justement bien recruter. Ensuite... Donc Discord et Notion, je ne pouvais pas ne pas parler de Notion. Perso, je ne suis pas giga fan de Notion, mais c'est un super outil. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui utilisez Notion, et vous avez bien raison, et ça peut carrément correspondre aussi et permettre de faire le même type de process que Discord. Et ensuite, une fois que c'est fait, moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à processiser, donc à créer des processus dans votre... typiquement, un bon rédacteur pour vous qui avez de l'expérience en SEO, peut-être pas encore trop, mais si vous avez mis les mains dans le cambouis un petit peu, vous en avez forcément récolté un peu de l'expérience, et c'est de dire, sur mon site, qu'est-ce qui ferait vraiment du contenu qualitatif ? Et peut-être que ce contenu qualitatif, c'est de mettre en avant tel truc au début, ici, mettre une petite touche d'humour, ici, machin, ici, truc, et c'est très important de créer ce processus, que ce soit un processus assez cloisonné. Petit type supplémentaire, si vous travaillez avec des gens offshore, encore plus en réalité, parce qu'il faut être très précis sur ce que vous demandez. Ça peut être de la qualité, mais soyez précis, ne laissez, leur laisser assez peu de marge de manœuvre. Voilà, soyez le plus précis possible et vous aurez un résultat qui correspond le plus possible à ce que vous attendez. Et pareil pour potentiellement toute la mise en ligne. Bon, aujourd'hui, écrire un article, ça peut potentiellement être chiant. Mettre en ligne un article, c'est pareil, ça peut potentiellement être chiant. Donc, vous pouvez aussi déléguer cette partie-là pour ne pas avoir à le faire. Et je vais finir, parce que je vous laisserai rajouter des petits trucs si vous avez, les gars. Juste par rapport, on a un ami commun d'ailleurs, qui se reconnaîtra peut-être, je ne vais pas le citer, mais peu importe, qui est un gros éditeur de sites, qui fonctionne très bien, et un peu comme nos deux amis avec Franck dont on parlait, c'est des gens souvent qui ont ce truc-là où c'est pas toujours simple de déléguer en réalité, parce qu'on veut que les choses soient bien faites, qu'on est un peu perfectionniste, et on a raison, si son business fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a cette forme de perfectionnisme. Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, en ayant des bons process de recrutement et des bons process sur des tâches, et qu'on isole bien justement les prestataires. On a un ami qui typiquement, lui, il a plusieurs gros sites, et aujourd'hui, il se rend compte que c'est extrêmement redondant pour lui dans ses journées. Rien que la mise en ligne des contenus lui prend un temps incroyable. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne sous-traites pas cette partie-là ? Il me fait, ouais, mais comment veux-tu que je sois sûr que ça soit bien fait ? Donc, dans le cas de cet ami-là, moi, je lui ai conseillé de faire ça, mais c'est de recruter 2 personnes, une personne spécialisée, enfin, en tout cas, vous allez vraiment former, entre guillemets, avec vos propres process sur comment bien mettre en ligne un contenu. Et si votre site génère assez d'oseille pour justifier d'avoir une deuxième personne, recrutez une deuxième personne qui, elle, sera juste spécialisée dans le fait de checker si le contenu a bien été mis en ligne. Et comme ça, vous avez 2... Et la réalité, c'est qu'à Madagascar ou au Bénin, ce qu'on appelle des assistants virtuels, ça coûte entre 350 et 450 € par mois. Si vous avez un site qui fait 10 000 balles et qu'aujourd'hui, vous passez le tout clair de vos journées à mettre en ligne des contenus, mais prenez 2 virtuelles assistantes, soyez sûr qu'il y en ait. S'il y en a un qui est faillible, le deuxième va pouvoir vérifier le truc et vous êtes sûr que vous n'avez pas de la merde qui pop sur votre site.
et faites les choses correctement. Voilà pour cette partie déléguée. Bon, c'était pas forcément le truc le plus complet, mais si vous avez, je sais pas si vous avez des petites astuces complémentaires ou de votre côté, est-ce que vous déléguez? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi j'aime pas quand c'est mal fait. C'est un gros problème, hein, mais je peux pas. Ou t'aimes pas quand c'est mal fait ou quand c'est cher? Parce que du coup, on peut avoir des choses bien faites. Ah oui, bah après, c'est juste, moi je trouve, enfin, chapeau aux gens qui arrivent à avoir des ROI en affiliation en payant 150 € le contenu. Moi perso, je suis à Pôle emploi, franchement. La France travaille maintenant, mais mais je peux pas quoi. Tu vois, honnêtement. Ouais. Ok. Moi, j'ai pas vraiment de tips à part, mais tu l'as déjà très bien dit. Faut pas trop laisser carte blanche. Je l'ai fait à un moment, c'était n'importe quoi. À part à certains rédacteurs, notamment onshore, qui connaissent très bien leur taf. Et là, tu peux laisser faire. Mais en offshore, j'ai déjà fait carrément, j'avais délégué sur un site en disant, bah tu sais quoi, tu peux me chercher les idées de contenu. J'avais donné un accès à Ahref pour avoir les idées, les mots-clés et tout ça. Et en fait, c'était n'importe quoi, full cannibalisation. Enfin, j'ai tué un site en faisant ça d'ailleurs, je pense. Ah ouais. Donc, ah ouais. J'ai un site, je pense que ça a participé à sa mort. Ouais. Donc, moi, j'ai donné de l'autonomie sur un site de vente de liens à quelques offshore. C'était carnage aussi. Bon, voilà, après, c'est aussi ce qui permet d'apprendre de ses erreurs et de faire mieux la fois d'après. Mais... ouais, t'es obligé de garder un contrôle quand même dessus. Hein. En tout cas, de garder au moins, je trouve, le choix des sujets. Au moins. C'est vraiment, après, donner vraiment full carte blanche, c'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette partie déléguée. Donc, pour résumer, charbonner d'abord. Pourquoi pas déléguer ensuite quand vous avez quelques notions quand même en rédaction, que vous puissiez être capable de juger. Hein, c'est assez important à chaque fois. Quand on délègue quelque chose, d'être capable de le comprendre, savoir si c'est bien fait, etc. On va pouvoir passer à notre chapitre suivant, si vous voulez bien, les gars, à part si vous avez des petites choses à rajouter, du coup, par rapport à la délégation. Non, on peut passer par la suite. Ok. Eh bien, comment utiliser l'IA au sein de sa création de contenu? Toi, aujourd'hui, Franck, l'IA te sert à quoi, par exemple, quand tu crées des contenus? Parce qu'on sait quand on n'utilise pas l'IA. Ouais, bah pareil, hein, pas grand-chose. Ça me sert pour avoir des idées de contenu, parfois, mais il n'est pas toujours bien si si mon prompt est mauvais. Parfois pour restructurer de façon intelligente des contenus. Donc, je lui donne des idées de titres et de sous-titres, mais il me les reformate un petit peu. Mais j'utilise absolument pas l'IA pour faire du contenu. En tout cas, pas du chat GPT. En one-click IA, je fais comme tout le monde du text bulker. Ça me coûte 1 € l'article et pour la vente de liens, c'est largement suffisant. Parce que pourquoi se tuer? Non, mais c'est business. Enfin, je m'adapte au business, hein, tout le monde fait ça. Voilà, je fais ça qui est noyé après, par contre, sur mes sites avec des vrais articles là écrits par des par des rédacteurs offshore ou onshore. Il y a un mix de tout sur mes sites. Donc voilà, globalement, l'IA me sert pas à grand chose. C'est plus un assistant pour m'aider sur les structures, remettre des idées en place, trouver des idées, parfois en rapport que j'aurais oublié de traiter. Voilà, ça s'arrête là. Ok, ça marche. Toi, je sais que t'es beaucoup plus. Toi, tu fais beaucoup plus de trucs. Surtout, moi, je trouve que l'IA est super sur la partie brief de rédaction. Énorme gain de temps sur toute la partie vente de liens, comme je pense la quasi-totalité des vendeurs de liens, ce qui est sans doute un problème hein, d'ailleurs, hein, mais l'IA est devenue omniprésente. Hein, en France, le netlinking, il est mort. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est infâme. Allez, Anto, vas-y, fais-nous un petit speech là. Ah non, mais c'est de la grosse merde. Il n'y a plus aucun site à l'heure d'aujourd'hui où tu peux acheter un vrai lien. C'est horrible. Enfin, tu vas pour toi, les plateformes ont tué le netlinking? Non, pas les plateformes. Pour moi, l'IA a tué le netlinking. Déjà, les plateformes, parce qu'au début, en vrai, quand j'achetais, à l'époque, avant Medicube j'achetais sur eReferrer, t'avais des super sites pas très chers. Les mecs, c'était des vrais blogs, quoi. Maintenant, c'est que de la merde sur du faux keyword. Mais en fait, ils se sont tous adaptés à la méta. Ils ont raison, ils veulent faire des sous.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux ranker un vrai site, bah bon courage pour acheter du vrai lien, quoi. C'est Vraiment, dur, hein. C'est vraiment dur. c'est devenu infâme. Et je pense même que c'est Donc, ouais. beaucoup plus dur à lancer en ce moment un site d'affi qu'il y a quelques années, parce que franchement, sur le linking, faut s'accrocher maintenant. Bah maintenant, honnêtement, faut mettre le paquet à côté contenu. Mais en effet, en fait, c'est tellement facile, entre guillemets, de faire un site de vente de liens. Encore une fois, vous avez la formation gratuite en description, mais avec de l'IA. C'est-à-dire que là, pour le coup, le truc de on fait pas grand-chose et il y a des sous qui rentrent, c'est déjà beaucoup Business Bally, plus business Bally. Ouais. C'est déjà beaucoup plus jouable qu'avec l'affiliation, même si, encore une fois, nous, à choisir, on vous recommande l'affiliation parce que c'est plus que... Enfin, déjà, c'est un business qui peut être stimulant et les gains à la clé sont pas les mêmes. Et puis surtout, la réalité, c'est que vous pouvez aussi cumuler les deux et faire et de la vente de liens et de l'affiliation sur un même site pour avoir un complément. Enfin bref. L'IA, du coup, au niveau des briefs de rédaction, c'est vraiment cool. Avec les bons prompts, ça permet justement, quand on bosse avec des rédacteurs, bah, de leur transmettre des briefs très complets. Et évidemment, comme toujours avec l'IA, repasser un peu sur le brief, vérifier il matche bien l'intention, etc. Mais ça peut vraiment permettre de gagner beaucoup de temps sur la partie brief de rédaction et de piloter la rédaction. Et en vrai, encore une fois, avec les offshore, c'est vraiment pratique. Tout ce qui est génération d'images, c'est incroyable. Que là, la V6 de Midjourney est oufissime. Elle est abusée, je trouve. Là, c'est vraiment... c'est broken, hein. C'est vraiment super puissant. Bah, je sais pas, bah Franck, pareil, si il faut savoir s'en servir, tu vois. Ouais, franchement, Ah ouais, moi je suis un je Mac, dis pas, hein, j'arrive pas. non mais il y a beaucoup de choses. On peut pousser le truc avec Midjourney et je dis pas que le skill cap, donc c'est-à-dire le niveau maximum, il est à 0 et que tout le monde a le même niveau dès qu'il commence à utiliser Midjourney, c'est faux. Il faut comprendre le prompt engineering, mais la réalité, c'est que même quelqu'un qui débute complètement et qui demain a besoin de faire des images pour mettre des robes d'un certain style sur son site, il tape le nom de la robe. Ouais, je suis À la d'accord, limite, s'il veut, il peut le taper le nom de la robe, faire un Google Traduction pour avoir le truc en anglais, remettre la robe, et en fait, ça sort, c'est déjà ultra puissant. Juste même sans prompter, c'est ouf. En fait, vu que là, tu as juste besoin, ce qui était déjà le cas avant, mais je trouve que c'est encore mieux maintenant, tu as juste besoin de lui parler comme si c'était quelqu'un. Donc, tu vois, moi, par exemple, pour un site d'immobilier, je dis, je voudrais une maison d'architecte, je lui écris en français la plupart du temps. Maison d'architecte au bord de la mer avec une piscine, la photo est prise avec un iPhone. Voilà, c'est mon prompt. Et ça me sort des photos qui sont vraiment ultra propres. Donc, Mais par contre, si vous voulez pousser le truc plus loin avec Midjourney, il y a moyen. Et franchement, c'est chouette parce qu'il y a un mec, alors je crois que sa chaîne s'appelle Tuto Midjourney, tout simplement. Il est français, il fait des super tutos sur Midjourney. Il y a vraiment moyen d'apprendre plein de trucs et de pousser un peu l'outil dans ses limites. Enfin voilà, c'était le petit coup de pub pour sa chaîne YouTube. Et puis, j'utilise aussi beaucoup l'IA comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un assistant. Donc, ça peut m'aider dans certains cas à rédiger, même sur des monosites, mais ça reste une aide. Et dans tous les cas, je vais toujours être derrière pour veiller au grain, pour reprendre le contenu, je la laisse pas auto-générer. Je vais pas refaire un long speech là-dessus maintenant. J'ai déjà bien parlé là sur cet épisode, mais en gros, ce qui manque à l'IA aujourd'hui, c'est le premier pilier dont on a parlé au début, c'est vraiment l'intention de recherche. Si on rajoute cette notion d'intention de recherche à l'IA, je pense qu'on peut demain, en tout cas, je pense vraiment que l'IA, il y a un moment, elle peut clairement remplacer les rédacteurs. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Je crois que Franck, t'en as un peu plus là-dessus. Sur le fait que ça va les remplacer? Bah, je pense qu'à un moment, l'IA sera assez Ouais, compétente pour l'instant, moi, je suis pas assez convaincu par l'IA aujourd'hui, mais quand tu prends la base des évolutions des technologies, clairement, d'ici, et tout va tellement vite que d'ici quelques années, je pense, tu pourras clairement avoir je sais pas, des romans de science-fiction qui seront écrits par une IA. Donc, à quel moment on pourrait pas avoir un article journalistique qui explique quelque chose? Le seul truc qui manquera, ça sera, et je sais pas comment Google se débrouillera avec ça, mais des expériences
réel et avoir les preuves que c'est réel. Donc à part de la photo et des trucs comme ça, mais encore une fois, les photos, il y a tellement moyen de maintenant avec les outils d'IA de faire des fake photos, de mise de produits et de trucs comme ça. Euh, que oui, je pense qu'à terme, ouais, il y aura quelque chose. Et peut-être que les rédacteurs qui arriveront à survivre, c'est ceux qui arriveront à apporter des infos en plus, un peu comme, je sais pas, un journaliste d'investigation, s'il arrive à apporter quelque chose, c'est parce que c'est pas n'importe quel journaliste qui arrive à apporter ces infos que lui, il a réussi à les recueillir. Bah, je pense que dans l'IA, ça sera un peu pareil. Peut-être que le parallèle est pas vraiment le meilleur, mais voilà, je pense qu'il y aura des choses qui évolueront comme ça. Par contre, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Alors que Je... moi, pour le coup, je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais je pense que ça demande. Faut être bon En en fait, prompting, hein. voilà, c'est même plus être bon. Là, il faut Ah vraiment ouais. être extrêmement chaud et il faut imbriquer avec des outils d'automatisation comme N8N, Make peut-être, potentiellement Zenoposter, mais en tout cas, je vois bien du N8N là-dessus. Il faut imbriquer énormément de choses pour être capable d'analyser l'intention avec certaines API et de pouvoir implémenter de manière automatique l'intention de recherche au sein de ces prompts et de pouvoir aussi de faire une espèce de système d'auto-analyse du rendu, toujours par l'IA, et d'avoir un système de notes qui permet de régénérer si c'est pas assez bon, etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire qui sont... et je pense qu'il y a certains outils que je ne citerai pas parce qu'ils ne le méritent pas au-delà de ça, qui sont déjà capables aujourd'hui d'aller aussi loin. Je parle d'outils anglophones qui m'ont pas payé des commissions d'affiliation, donc voilà. Mais qui pour le coup sur cette partie génération d'IA, je pense qu'il y a certains trucs qui commencent à être corrects, mais en aucun cas aujourd'hui je fais confiance. Et encore le dernier petit disclaimer pour les débutants, on en a parlé dans le précédent podcast, mais on le redit vite fait ici. Si vous avez jamais fait d'affiliation, si vous lancez votre propre site, ne prenez pas le raccourci de l'IA. Écrivez vous-même. Je vous promets que vous allez juste perdre votre temps si vous prenez le raccourci d'IA. L'IA, c'est vraiment un outil qui est très complexe à utiliser dans le cadre du SEO très particulièrement. Donc faites très attention parce que vous allez juste vous brûler les ailes, quoi. Et juste, je rajouterai un truc par contre, il y a un point où là, l'IA est largement suffisante, je trouve, c'est pour Discover. Parce que c'est que reprendre du contenu, le reformuler. Et Joanie est très bon avec ça. Il me semble que tu fais des tests avec lui là-dessus. Ouais. Bah, Et il en a parlé, bah, là, l'épisode sera sans doute sorti, mais il en a parlé sur sa conférence au Wizards Event. Mais en effet, on a fait des tests sur un de mes sites qui avait déjà pop un peu Discover, mais qui fait assez peu de trafic et tout. Tu vois, la courbe Disco, c'est full IA, il a fait péter le site. Enfin, le pire, c'est que c'est franchement pas très compliqué. En réalité, quand on a la recette, c'est un peu... surtout que là, en l'occurrence, tu vois, c'était des text bulker, il a son process, il a ses trucs, mais en effet, tu avais raison de le dire, Discover, c'est clairement... Enfin, faire de l'IA sur Discover, c'est clairement une bonne idée. après, pour moi, c'est pas du SEO Discover, c'est autre chose, Non. c'est un autre business. Ouais. Voilà, que dire de plus sur la partie IA? Je pense que... Bon, on a tout dit, hein. Ouais. Sur l'IA. On passe juste sur les outils. On peut Ouais. en parler brièvement. Je sais pas si Ouais. vous avez beaucoup de trucs à dire. Juste avant d'en parler, peut-être parle de notre toolbox. Comme ça, au moins, vu qu'on va le mettre en description, mais... Ouais. Bah, en gros, avec le petit site qu'on a lancé là, qui s'appelle leswizards.com, c'est un site sur lequel on a mis une petite toolbox en haut dans le menu. Vous regardez, c'est les indispensables. En fait, c'est les outils que nous, on utilise. Parce qu'en fait, il y a souvent des gens qui viennent nous dire quel est l'hébergeur que vous utilisez, quel tool vous utilisez pour tel truc, pour faire vos montages, qu'est-ce que vous utilisez, et ainsi de suite. En fait, c'est vrai que nous, on a nos petites habitudes d'outils. Donc, bah, ce qu'on a fait, c'est juste qu'il y a dans la toolbox, vous retrouvez des liens vers tous les outils qu'on utilise, classés par sujet. Donc, par exemple, pour les hébergements, bah, moi, j'ai mis EasyHoster, Anto a mis Contabo, qu'il utilise beaucoup. Toi, Arthur, je crois, on a mis O2 Switch aussi, on en a mis quelques-uns. Voilà. Et après, pour chaque tool où on a l'habitude de bosser avec, et ben, on l'a mis comme ça. Quand on nous pose la question, on n'a plus qu'à envoyer le lien, il y a tout dessus. Pratique. Pratique, exactement. Pratique et efficace.
Du coup, pour vous parler un petit peu des outils qu'on utilise pour la partie contenu, je sais pas si Arthur, tu veux commencer peut-être pour présenter certains. Je pense que qui dit outil sur la partie contenu dit souvent optimisation sémantique et donc analyse sémantique. Alors, on vous mettra un petit encart au montage parce qu'on ne va pas vous réexpliquer ce qu'est l'optimisation sémantique. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast. À quel moment pour vous l'optimisation sémantique a du sens? À quel moment potentiellement il en a un petit peu moins? Toi, tu veux y aller? J'ai pas écouté, excusez-moi. Franchement, pour un mauvais élève à l'école. Pour l'optimisation sémantique, vas-y, je prends dans ce cas-là. Optimisation sémantique, je trouve que c'est bien d'en faire, notamment que ça soit par exemple du Serpmantix, Your Text Guru, Tot SEO, il y en a plein qui font ça. Ça permet de donner enfin ouais, bon, il y en a d'autres, mais ça te permet de donner une idée globale de qu'est-ce que tu dois écrire, des mots à utiliser, de la forme de ton contenu, de la structure globalement du contenu optimal, le nombre d'images que tu peux potentiellement mettre, les liens, n'importe, enfin tout. Pour ça, c'est bien. Et donc optimisation sémantique surtout sur la partie purement sémantique, donc les mots-clés à utiliser. Mais je trouve que la limite à ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont aller faire un brief avec Serpmantix ou Your Text Guru et qui vont dire « Ok, il faut que je mette 8 fois le mot vélo, 14 fois le mot pneu, tel truc. » En fait, qui vont construire leur article autour de ça et qui, à côté de ça, vont apporter aucune information supplémentaire. Et en fait, ce truc-là, c'est peut-être pour vous orienter sur une base à avoir, mais il faut pas juste vous limiter à ça. C'est-à-dire que si vous parlez de pneus de vélo, mais que c'est naturellement et logique de parler de caoutchouc, et que vous ne parlez pas de caoutchouc, bah c'est problématique. Alors que vous pourriez apporter une information supplémentaire par rapport au caoutchouc qui est important dans un pneu, par exemple. Donc tout ça, c'est les outils d'analyse sémantique, c'est très bien, mais là actuellement, je trouve que ça pousse tout le monde à écrire exactement les mêmes contenus écrits de la même façon. Tu vas être un clone du top 10. Voilà. C'est ça. Alors que ton but, c'est d'être un clone du top 10, mais en ajoutant des trucs en plus qui sont importants. Pourquoi Google te mettrait premier si c'était la même chose que le top 10 de toute façon? Voilà. Ouais. Faut te répondre à cette question. Donc c'est très bien pour avoir une base, notamment sur les sujets que tu connais pas. Parce que par contre, quand tu connais le sujet, je trouve que écrire de façon naturelle, c'est parfois mieux, en fait. Ok, intéressant. Donc, au niveau des outils concrètement qu'on utilise sur la partie optimisation sémantique, tu les as cités, Franck. Serpmantix, qui est aujourd'hui à la fois le moins cher sur le marché, qui est très efficace dans son rôle d'optimisation sémantique. Et en prime, c'est un outil créé par notre pote Amaury. Donc, tant qu'à faire, c'est parfait. Et on a son concurrent des frères Perronnet, Your Text Guru, qui est très connu en francophonie, qui marche très bien, qui est un poil plus cher aussi, mais qui fait bien le job. Sur les autres outils, au-delà de l'optimisation sémantique, sur la partie contenu, une autre problématique, c'est quels mots-clés attaquer, analyse de mots-clés, analyse concurrentielle éventuellement. Et pour ça, tu as un outil phare, toi, Franck, que tu utilises et dont tu parles pas mal. Bon, en fait, moi, c'est que j'utilise cet outil pour tout. Hein. C'est Ahref. Je l'utilise pour le netlinking, pour l'analyse de backlink, comme crawler pour vérifier des trucs, si j'ai des 404 ou n'importe quoi. Je l'utilise pour tout. Donc, c'est juste mon all-in-one. Le problème, c'est que pour ceux qui nous écoutent, peut-être que vous allez regarder le prix et que vous allez pleurer un peu. En fait, c'est juste que moi, ça fait longtemps que je suis chez eux. Donc, en fait, j'ai un legacy plan. J'ai les anciens plans qui coûtent moins cher. Donc, tu payes combien, toi? Je suis plus de 1000 € à l'année, je crois. Ok. Ou un truc comme ça, ou 1007 ou 1004. Franchement, je sais plus combien ça coûte. Mais je sais que les prix ont vachement augmenté parce que beaucoup de gens s'en sont plaints. Cependant, juste sur la partie mots-clés, je sais que beaucoup utilisent par exemple SEMrush. Et moi, pour avoir fait des tests, je trouve que Alloscan est beaucoup mieux. La base de données de mots-clés qu'ils ont, elle est insane, je trouve.
Il me semble qu'au final, ils ont une des plus grosses en France. Donc, Alloscan, allez regarder. En plus de ça, j'ai découvert un peu par hasard que l'offre gratos c'était quand même assez complète. Donc, bon, bah, allez jeter un œil. Il y a des trucs sympas, je trouve. C'est pas forcément simple à prendre en main au début. C'est pas, enfin, c'est devenu assez Comme intuitif. tous les trucs de geek, de toute façon. C'est le Voilà, problème. mais c'est un truc de geek un peu, ouais. C'est Mais, comme Babar, incompréhensible. C'est Babar pour les gens qui utilisent incompréhensible. Babar. Ouais, Bah, alors c'est que fou, c'est vachement bien. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que c'est fait par des devs en fait. C'est là la problématique. Ouais, toujours les problèmes du X. Hein, mais ouais, voilà, moi c'est tout là niveau recherche de mots-clés. Je sais pas ce que vous utilisez, vous. Il y en a, et en fait, il en existe tellement. Bon, en vrai, déjà, le meilleur c'est ta Search Console. Ouais, mais alors, ça, en effet, mais c'est quand t'as déjà du traf. Quand ton Ah oui, site oui, il par part contre, de oui. zéro Ah oui, et que oui. t'as aucune donnée, Ouais, t'as ouais. pas le choix en fait d'aller chercher Ouais, je suis d'accord. des mots-clés autre part. Ouais, bah moi, j'ai utilisé un outil similaire à LTD type Mangools. Alors, je sais que c'est un truc qui est assez apprécié, notamment par les vendeurs de liens. Je pense à Bertrand, qui est pas que vendeur de liens, hein. C'est aussi un très bon affilié. Mais Mangools, c'est un outil qui permet à la fois de détecter une opportunité, mais aussi une opportunité qui est attaquable plus ou moins facilement. En fait, ça va trouver des... Ah, Je sais plus comment ils appellent ça sur l'outil, mais... Est-ce que c'est un peu comme Low Fruit? Ouais, c'est un peu pareil. Exactement, ouais. C'est quoi l'off-road déjà? Parce que du coup, Bah, peut-être je me plante. Bah, c'est le gros truc anglais qui fait ça. Et ben, c'est exactement ça. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être je me plante et je voulais parler de l'off-road. Enfin, à vérifier. Mais dans tous les cas, il y a ce truc-là qui est Bah, qui est peut-être que pas mal. Mango il est en lifetime et l'autre. Et ben, c'est juste, un alors, an. je vais pouvoir, je vais vous dire vite fait là le temps. Je vais pouvoir le trouver. Hop. Tu sais que Low Fruit, pour moi, c'était des Français, mais peut-être que je me plante. Mais il me semblait que c'était des Français qui avaient fait ça. Hein. C'est Rank Atom sur Absumo qui est full buggé, donc je le conseille pas nécessairement, mais qui est censé faire la même chose. Ok. Rank Atom, voilà. C'est. Bah, Et ces tools-là, ils sont pas mal parce qu'en effet, ils te trouvent low fruits. En gros, c'est les fruits prêts à être ramassés, quoi, qui sont prêts. T'as juste à tendre la main pour les ramasser. Bah, en gros, là, c'est un peu ça. Dans les SERP, ils te font une espèce de corrélation entre le potentiel de trafic que tu peux avoir et la facilité à tranquer. Et donc, en fait, ça te donne des idées d'articles où il y a très peu de concurrence, tout en étant des recherches, des mots-clés qui sont souvent recherchés chaque mois par des utilisateurs. Et du coup, ça te permet d'avoir des idées d'articles qui peuvent être très intéressantes. Ok, donc toi, Après, ça... j'allais dire, faut être un peu... si tu spams sans être un gros spammer, tu montes un petit WordPress avec Page Generator Pro, tu mets plein de keywords, tu fais un peu du texte à l'arrache avec du spin, tu mets une Search Console et tu arraches pas mal de mots-clés sympas aussi. Ok. Dans ta tête. Le petit tips du hacker. Si tu veux pas te faire chier à faire du gros spam, tu vois. Mais parfois, on sous-estime énormément de mots-clés sur notre thématique. Bah, vous devez avoir des surprises sur les search, hein, de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, toi, à ce propos, Anto, sur tes spams, sur ton il y a spam toutes les decking, search, ouais. tu as tes search et tu t'en sers pour relancer d'autres pages. En vrai, tous mes money sites clean viennent de mes spams. 100%. Ok. En gros, tu profites des spams pour détecter les mots-clés. Parce qu'en fait, si je me dis, parfois, et dont une niche que vous connaissez où j'étais précurseur dessus, où je vis encore dessus, c'est détecté depuis les spams, ouais. Ok. Donc, parce qu'en gros, si ton spam commence à faire du traf dessus, tu sais que c'est attaquable facilement, quoi. Ouais, clairement. Ok. En tool, dernier tool, tu voulais parler de Lucid, Arthur? Pas nécessairement. Si toi, tu l'utilises toujours Ouais, de temps en temps. Lucid.ai, du coup, tool dont Arthur est un des cofondateurs. Il fait partie de la toolbox. Hein. Allez cliquer depuis la toolbox, c'est important, comme ça les wizards se rincent. Mais ouais. Ouais, je l'utilise quand, en gros, je prends des contenus au hasard de mes rédacteurs, que je colle dedans, et je vérifie s'ils me font de l'IA ou pas. Je l'utilise pour ça, parce que du coup, Lucid est un détecteur d'IA, en tout cas, encore une fois. D'ailleurs, il me tilte les gens sur Twitter, là, parfois, j'en vois, je t'assure que
t'as la foi de pas péter un câble à chaque fois, hein. Mais t'en as qui prennent le tool et qui vont dire oui, ces tools-là, c'est pas fiable, ça détecte pas à 100% si c'est de l'IA ou pas. Le but, c'est de détecter si c'est de l'IA, du chat GPT ou des tools IA pas forcément ultra poussés. C'est sûr qu'il y en a qui s'amusent à faire des prompts de zinzin, des trucs de fou, c'est peut-être qu'ils mettent des heures à travailler. Du coup, le tool, il détecte pas à 100% que c'est de l'IA. Il va dire, je pense peut-être que c'est de l'IA, mais je suis pas sûr. Et ils vont dire, vous voyez, ça marche pas. Enfin, faut vraiment être un macaque, hein. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Mais globalement, moi, je m'en sers, ouais, pour mes rédacs et il y en a, enfin, il y a des moments où j'ai chopé assez en flagrant délit, genre, bon, ça, c'est un petit peu du chat GPT, faut pas me la faire, tu vois. À chaque fois, les rédacteurs vont dire non, c'est pas vrai, je comprends pas pourquoi ça dit ça. Et comme de par hasard, tous les articles d'après, ils ne sont plus détectés comme de l'IA. Ça alors. Donc voilà. Mais globalement, voilà. Ouais, je l'utilise quelques fois par semaine et c'est vraiment au hasard, tu vois. Ouais, grosso modo, l'utilité sur la partie SEO, tu l'as dit, c'est surtout pour pouvoir avoir un moyen de pression, entre guillemets, sur ces rédacteurs, savoir que certains textes peuvent être scannés, voir que tous les textes sont scannés, ça permet d'être sûr que vous ne payez pas un contenu de ChatGPT au prix d'une rédaction humaine en francophonie qui va vous coûter un bras. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si vous travaillez vous-même sur vos prompts, potentiellement améliorer vos prompts, ça va vous permettre de voir et ça permet aussi notamment de pouvoir tester la qualité des différents outils présents sur le marché, en tout cas en termes de généricité de texte, etc. Mais pour être tout à fait franc, le plus clair de notre marché, on le sait, c'est pas les SEO. Les SEO, aujourd'hui, c'est vraiment toute la partie éducation, détecter qui parmi les étudiants a pondu des contenus avec de l'IA ou pas, quoi, grosso modo. Notre marché est plus là. Et les SEO sont les plus avancés à chaque fois sur beaucoup de domaines, y compris sur la partie prompt engineering. Donc, on a des SEO aujourd'hui qui sont très performants avec l'IA, avec les outils génératifs. Donc, évidemment, il y a certaines choses qui passent au travers des mailles du filet. Et comme tu l'as très bien dit, l'objectif, c'est capable de détecter de l'IA, certes, et tout particulièrement de l'IA classique qui n'est pas triple prompté de tous les côtés. Et voilà. La suite, comment faire des contenus plus rapidement et plus efficacement, au final, c'était la partie Ça, on mind en map. a parlé tout à l'heure avec le mind map. Et juste, je voulais rajouter, même si on en a déjà parlé, mais pour être encore plus efficace, en plus de votre mind map, vous pouvez préparer en amont aussi vos structures d'articles. Que ça soit en faisant du bulk justement sur Serpentix ou d'autres tools, par exemple, qui vont vous donner un petit peu les titles H2, H3 que vous pouvez utiliser. Et ben, en plus de faire votre mind map, vous pouvez déjà préparer un petit peu vos briefs là-dessus. Comme ça, vous faites tout en amont et le jour où vous vous concentrez sur du contenu, et ben, juste vous rédigez, quoi. Vous n'avez pas à faire le reste. Ok. Le dernier point, c'est que je voulais qu'on discute du fait que le contenu aujourd'hui, ce n'est plus que l'écrit. C'est-à-dire que nous, le problème, c'est qu'on a ce côté un peu SEO à l'ancienne où pour nous, c'est écrire des articles et que malheureusement, ça maintenant, en fonction des SERP, des intentions de recherche, etc., ça devient parfois compliqué d'être uniquement avec du contenu et qu'il faut penser contenu plus large. Et ça, on se répète de podcast en podcast, mais parce que c'est important, c'est également tout ce qui est vidéo, photo et audio. Un audio, et ça, je le vois de plus en plus d'ailleurs sur des sites. J'ai vu que là, il y a des IA où je sais pas ce que c'est comme plugin qui permet de faire ça, mais où tu peux écouter l'article. Et Ok. du coup, ça lit l'article et je trouve ça assez bien, assez intéressant. L'autre point, c'est tout ce qui est photo. Et les photos, du coup, je voulais vous parler d'un tool que je trouve intéressant, que j'avais vu passer il y a longtemps. Et là, tout à l'heure, en le revoyant, je me suis dit que j'allais en parler, qui s'appelle Flair.ai. Et en fait, quand vous avez un mock-up d'un produit, par exemple, je sais pas, une gourde, une tasse, qu'importe, et ben en fait, vous pouvez changer le fond qui est derrière pour le mettre en scène, un peu comme pour des produits e-commerce. Et je pense que ça peut être intéressant quand vous, par exemple, vous avez pas les produits
dont vous souhaitez parler, parce que vous voulez pas acheter tous les produits. Eh ben, je pense qu'une idée, c'est de récupérer en détourant, par exemple, un aspirateur robot dont vous souhaitez parler et le mettre en scène via des outils comme Flair ou il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent maintenant qui font ça. Et du coup, ça va le poser, par exemple, sur une table. Comme si c'était une vraie photo, qu'il était sur une table et l'IA est vachement bien foutue. Ça fait les ombres, ça fait tous les trucs et t'as l'impression que c'est une vraie photo. Donc voilà, c'est petit tips au cas où ça peut vous intéresser pour la partie image si vous avez du mal à trouver des images, parce que l'autre fois, je sais plus si c'était en off ou dans un podcast que je vous en parlais, mais je trouve que ces articles typiques SEO où par exemple tu parles d'un truc de perte de poids et t'as toujours la même photo de la meuf avec un ruban autour du ventre en train de se mesurer la taille du ventre et tout, ou la photo d'une personne qui est sur une balance ou des trucs comme ça qu'on a vu 150 000 fois, bon, au bout d'un moment, ça commence à être relou. Et je pense même que ça peut, je sais pas si ça peut nous desservir ou pas, mais franchement, moi, j'en suis à un point où au lieu de mettre une image comme ça, je préfère limite pas mettre d'image, quoi, tellement ça me gonfle. Et c'est là, par contre, que des mid-journées avec des prompts basiques peuvent être suffisants. Ou si vous présentez des produits, et ben un truc genre flair.ai, ça fait le taf. Voilà, globalement, ça c'était pour audio et photo. Vidéo, on en a parlé plein de fois également, mais pareil, si vous pouvez faire sans forcément vous montrer, mais au moins des carousels d'images qui défilent avec une voix off par-dessus et que vous pouvez l'intégrer dans vos articles, bah, bien souvent ça aide bien, quoi. Ok. Dernière question. Moi, globalement, je suis bien d'accord avec tout ce que tu viens de dire, déjà dans un premier temps. Et la dernière question, je crois, que je voulais vous poser, les gars, question sur laquelle je sais qu'on a potentiellement changé d'avis par le passé, puis on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus. Est-ce que on peut ranker avec du contenu uniquement? Oui. Alors, évidemment, ça dépend de la thématique, mais sur une thématique moyenne, voire moyenne plus. Oui. C'est-à-dire, ouais. Alors, attends, juste contenu ou c'est juste que du texte ou par contre tu inclus des bons Non, contenus? en gros, du bon contenu, donc tout ce que tu veux, mais pas de lien. Enfin, Pas de lien, zéro lien, ça va être compliqué. Moins, genre 20-30 liens, oui, tu ranques. Même avis. Même avis sur de la moyenne. Attention, alors ça, pas pour de la très très grosse concurrence. Pas pour des thématiques où, dans tous les cas, tous tes concurrents, ils ont 1000 RD. Bon, bah, si t'arrives avec tes contenus, mais très peu de RD, 0 RD, tu vas te faire plomber. Par contre, t'as un peu de RD qualitatif et par contre, énormément de contenu de très bonne qualité. Ouais, clairement, je pense que aujourd'hui ça fonctionne, ouais. Mais par contre, il faut vraiment que les pages répondent à l'intention de recherche. Et il te faut un maillage interne parfait. Et il te faut un très très bon maillage interne, ouais. Il faut que ça soit très bien structuré, bien pensé, et que tu tapes, que tu deviennes vraiment une autorité sur un domaine en tapant toutes les requêtes possibles et imaginables. Et là, je pense que oui, c'est possible. Et Par je pense contre- que l'avantage, tu passes tous les filtres. En Ouais, vrai. je pense que tu passes tous les filtres. Par contre, désavantage, je pense que c'est très long à se mettre en place. Donc, c'est déjà qu'il faut de la patience, mais alors là, à ce niveau-là, c'est de la patience Bah, plus, si plus, tu plus prends qu'il faut, l'exemple des... C'est dans ce podcast que vous avez parlé des deux gars qui font depuis 13 ans. hein. Ouais. Bah, quand tu vois leur site sur les thémas où ils sont, ça marche. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est beau. C'est beau, mais attention, parce que là, je les vois venir, les experts LinkedIn, qui vont dire ils l'ont dit, il n'y a pas besoin de lien. Mais Ça, on a dit, il en faut un petit peu. Bah, il en faut un petit peu. La réalité, c'est que c'est la voie vraiment ultra safe, mais que si vous voulez aller plus vite et sans forcément que ça devienne une catastrophe pour votre site, faire des liens, c'est toujours un plus, entre guillemets. Ah oui, c'est sûr. Là-dessus aussi, on se suit un peu, Franck, ou ça y est, t'es devenu SEO bio? Ah non, je pense toujours qu'il faut du lien, hein, ça par contre. Mais typiquement, dans mon cas, j'irai me faire moi-même à la main mes petits liens forums sur des spots ultra thématisés.
j'irais essayer, par exemple, si vraiment je voulais faire les choses très très bien, chose que je fais pas toujours, là c'est un conseil, je ne le fais pas, mais je vous dis ce qu'il faut faire, typiquement. Mais ça serait, par exemple, prendre le temps d'aller démarcher plein de blogs sur une thématique, faire de l'outreach, en fait, et réussir à faire de l'acquisition de C'est de liens la bombe comme ça. atomique. Et ça marche parce qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui pourra aller sur eReferrer, Rocket Link ou qu'importe la plateforme et acheter le même lien que le vôtre. Ça sera que des gens qui seront déter pour aller essayer d'obtenir un lien sur Puis du le coup lien, il est tellement beau. Enfin, il est nulle part ailleurs. il est nulle part il ailleurs. C'est un rank, spot rare, quoi, Ah ouais, c'est de la qui bombe. est pas accessible à tout le monde. Et ben ça fait clairement la diff. Mais bon, ça c'est toujours pareil. C'est un métier. Enfin, c'est encore un truc. Ouais, faire de l'outreach, ça prend un temps. Ah, c'est dingo. très En long. fait, c'est une C'est question très de long. thématique, en fait. Si tu le fais sur du comparateur pour gagner 100 balles, c'est chiant. Si tu le fais sur un bis qui peut te faire 30 ou 40, ça vaut le coup. Ouais, bien sûr. Mais oui, en tout cas, là, le contenu, c'est vrai qu'actuellement, ça prime plutôt bien, mais que il faut du bon Mais contenu. en soi, Et... je pense pas que c'est une question de la nouvelle méta, c'est le contenu. Je pense que c'est la dégradation des plateformes, au final, qui Oui, fait peut-être cette aussi. méta-là. Peut-être, ouais. Parce Clairement. que je pense pas que Google a tapé sur les liens que ça marche plus. C'est juste qu'en France, la qualité s'est tellement dégradée que t'achètes de la full merde, en fait. Ouais, après, Non, là, d'un côté, on a cet exemple, d'un autre côté, on voit que ce qui rank bien dans les SERP, c'est aussi des trucs avec des très grosses autorités en fonction Ouais, c'est des ça qui est un SERP. peu... Donc, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est soit t'es un petit site ultra thématisé qui tape toutes les requêtes possibles et imaginables sur une thématique et du coup, on en parlait, t'as vu tout à l'heure, on regardait un truc sur le matcha. Et je t'ai dit, il y a un site qui parle vraiment que de matcha et qui arrive à ranker sur des produits de matcha qui sont assez compliqués à ranker. Et ils ont réussi à choper la 3e ou 4e place, euh, normalement que t'es pas censé pouvoir avoir. Mais ils ont un site qui ne parle que de tes matchas et ils ont réussi à se placer sur ce produit qui est très dur à ranker. Mais les concurrents qui se rankent aussi, eh ben c'est que des trucs genre le point, que du parasitage, des trucs à énormes, des expirés avec 2000 RD ultra thématisés, des trucs gouvernementaux et tout. Bah les autres concurrents à lui, c'est ça. Donc lui, il a réussi à se placer parce qu'il a un truc ultra thématisé au milieu de sites ultra avec beaucoup d'autorité. Voilà, c'est un peu le jeu actuel, c'est un peu complexe. Ouais, c'est un peu complexe, ouais. Le jeu actuel. Et c'est pas forcément facile. Par contre, quand tu arrives à te placer, du coup, c'est cool, quoi. bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, un bon tour même du sujet du contenu. On espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si c'est moins le cas, pareil. À laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou je ne sais où. À vous abonner à YouTube, à mettre le petit like. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! Ciao, Salut. ciao.